Bonjour, dans un peu moins de 2 mois, le 6 décembre aura lieu le premier tour des élections régionales pour constituer la prochaine composition des élus au Conseil régional des Pays de la Loire. Tour à tour pendant 8 semaines, nous recevons chaque lundi en direct de 18h30 à 19h les 8 têtes de liste départementales qui, en tout cas, sont connues à ce jour. Cette semaine, je reçois Pascal Gana, tête de liste régionale et sartoise pour le Front National. Bonjour Pascal Gana. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez 60 ans, vous êtes père de 9 enfants, associé dans 2 entreprises spécialisées dans le refinancement, après avoir fait une partie de votre carrière dans le milieu associatif, notamment au sein de la fondation Raoul Follereau et Vaincre la mucoviscidose. Vous avez aussi été enseignant. Vous êtes entré en 1984 dans le parti de Jean-Marie Le Pen, dont vous avez d'ailleurs été le chef de cabinet entre 1988 et 1992. Vous mettez d'ailleurs un terme à votre activité politique en 2000. Pourquoi ? Parce que je l'avais fait tellement intensément que j'avais éprouvé le besoin de me consacrer à ma vie familiale et professionnelle, personnelle. Ça fatigue de faire de la politique ? Oui, ça fatigue. Et puis surtout, je ne voulais pas devenir ce qu'on voit souvent dans les partis politiques, les petits crocodiles de parti qui ne vivent que de la politique et qui se mangent entre eux. En tout cas, à la demande de Marine Le Pen, vous reprenez votre engagement en novembre 2014, où vous êtes nommé membre du comité central et du bureau politique du Front National. C'est en décembre 2014 que vous devenez secrétaire départemental de la Fédération de la Sarthe du Front National. Pascal Gana, le 4 mai dernier, une date qui doit encore résonner dans votre tête, vous avez voté la motion désavouant le cofondateur de votre parti. Était-ce pour rompre avec l'image que donne Jean-Marie Le Pen au Front National ? C'est plus subtil que ça. Disons que c'était pour rompre avec une répétition que je trouvais fâcheuse. Je lui en avais souvent parlé d'ailleurs, même quand je travaillais avec lui, que j'étais son collaborateur. Cette réitération d'expressions qui parfois choquent énormément même et blessent énormément de Français sur des sujets qui sont des sujets sensibles historiquement. Et je pense qu'il faut savoir tirer un trait, c'est-à-dire que il arrive un moment où il faut plus penser à l'avenir qu'au passé. Une tête brûlée, Jean-Marie Le Pen ? Marine Le Pen a dit de son père qu'il avait un côté punk un jour. Je pense que c'est un homme qui a un côté anarchiste de droite. D'ailleurs, il avait fait son mémoire de doctorat sur l'anarchisme, le mouvement anarchiste en France. Est-ce qu'il y a une différence entre la ligne politique que défendait Jean-Marie Le Pen pour le Front National et celle de Marine Le Pen qu'elle représente maintenant ? Une différence dans les principes fondamentaux, dans les idées, je ne pense pas. Il y a une différence dans la manière de faire de la politique. Jean-Marie Le Pen agissait par action-réaction un peu, vous savez, comme dans le film là avec ce fameux surveillant général ou directeur. Marine Le Pen, elle, je pense, agit plus dans la persuasion et dans l'insertion au sein de la société française. Donc ce sont des démarches très différentes. Et je pense que Jean-Marie Le Pen avait un côté explosif et Marine Le Pen a une vision plus persuasive, plus inclusive du Front National. Donc plus stratégique, Marine Le Pen, pour dire que la France est aux Français ? Je pense, oui. C'est-à-dire qu'elle pense que on peut parler aussi avec le cœur et avec la raison et pas seulement avec la passion. Vous n'avez pas été élu aux dernières départementales de la Sarthe avec un score de 38,86% des votes sur le canton de Château-du-Loir au second tour. Vous avez par contre déjà exercé un mandat régional dans le Nord-Pas-de-Calais, une terre propice au Front National d'après les derniers sondages, puisqu'on donne un tiers des suffrages qui iraient pour Marine Le Pen qui est candidate. Vous étiez donc sur ce mandat régional de 92 à 98 et puis vous avez siégé aussi au conseil municipal à Roubaix sur le mandat de 1989. Alors vous êtes aujourd'hui la tête de liste régionale et départementale pour les Pays de la Loire. Pourquoi êtes-vous candidat ? Je suis candidat parce que c'est pour moi une sorte de retour en politique. J'ai pensé que, à près de 60 ans, ayant l'expérience de militant, de chef d'entreprise, de responsable de mouvements associatifs, ayant travaillé en France et à l'étranger, en Afrique particulièrement, j'avais une expérience humaine et personnelle que je souhaitais mettre au service du Front National dans une vision plus apaisée de la politique qui est celle de Marine Le Pen. Ce qui m'étonne, c'est que vous parlez de votre expérience humaine et en même temps on reproche souvent aux représentants du Front National de manquer d'humanité. C'est vrai, mais je pense que c'est une fausse image. Moi, vous savez, j'ai travaillé en Afrique essentiellement avec des musulmans.
Donc, ils étaient chez eux peut-être. Ils étaient chez eux, mais j'ai eu grand plaisir à les rencontrer et à parler avec eux. J'ai gardé d'ailleurs certains liens personnels avec quelques-uns d'entre eux. Et je pense que de toute façon, moi personnellement qui suis catholique, j'estime que tout croyant est respectable. Et donc, dans ce sens, même si je n'ai sur l'islam qu'une vision relativement appréciative, malgré tout, je pense que toute personne qui a une foi doit être respectée pour cette foi. C'est quoi une vision appréciative de l'islam ? Divergente du consensus. Je pense que l'islam est une religion qui ne partage pas les mêmes valeurs que nous sur bien des points. Et particulièrement la situation de la femme, la place du citoyen dans la société, la séparation du religieux et du politique, et que cela crée évidemment des divergences profondes. Alors lorsque des musulmans sont dans une société pacifiée, comme la France l'a été dans les années 60, 70, 80 encore, ça ne pose pas de problème. Lorsqu'on est en crise, je pense qu'il y a des réveils religieux, des mouvements extrêmes qui radicalisent l'islam de France et je trouve cela très inquiétant. En même temps, Pascal Gana, on peut pas dire que le Front National soit très progressiste. Vous êtes par exemple contre l'interruption volontaire de grossesse. C'est plus subtil que ça. Encore. Le Front National ne souhaite pas l'abolition de la loi Veil, mais nous pensons qu'effectivement une société civilisée et riche pourrait offrir aux femmes une autre alternative, parfois, lorsqu'elles sont en situation dramatique, et c'est très fréquent, et leur proposer une aide sociale qui leur permettrait de faire un choix, peut-être, de garder un enfant. Après tout, un enfant, c'est pas une maladie. En quelque sorte de rester chez elle et de laisser le mari au travail ? Non, parce que moi, ma femme a travaillé nous avons eu 9 enfants, elle a travaillé jusqu'à son 5e, et elle a repris un emploi dans l'enseignement, d'ailleurs, il y a quelques années. Donc, on peut très bien concilier des périodes de travail et de vie familiale, voilà. Et je pense qu'au contraire, c'est très constructif pour la société. Puisque nous sommes en Sarthe, est-ce que votre liste des candidats sartois est constituée ? Elle est constituée, c'est une liste qui... Nous n'avons pas eu de problème pour constituer notre liste. Nous sommes partis tout simplement des 21 candidats des cantonales, plus leur binôme, et nous avons demandé à ceux qui le souhaitaient de se porter candidat. Donc voilà, nous avons vraisemblablement 3 ou 4 élus prévisibles dans notre département, donc le choix était assez restreint pour les premiers. Et quant aux autres, bien c'est plutôt un acte de militantisme et d'engagement. À l'exception de Louis Noguès qui vient de se faire condamner par la justice. Oui, qui vient de se faire condamner par la justice et surtout qui a été exclu du front pour ses propos provocateurs, bien pire d'ailleurs que ceux de Jean-Marie Le Pen. Jamais Jean-Marie Le Pen ne se serait permis ce que M. Noguès s'est permis. À l'encontre de la communauté homosexuelle, dont vous voulez supprimer en partie même en totalité les subventions, puisque vous voulez supprimer toutes les subventions communautaires ? Oui, absolument, parce que je pense qu'un mode de vie personnel ne peut pas devenir une règle sociale. On doit respecter toutes les personnes pour ce qu'elles sont, mais on n'est pas obligé d'ériger des minorités en modèle. Je pense que si vous voulez, une société, depuis que l'humanité existe, toutes les sociétés, quelles que soient les civilisations et les époques, se sont fondées sur l'union d'un homme et d'une femme, quel que soit le statut juridique. Alors, vous voyez, vous n'êtes pas progressiste finalement. Ah non, mais moi je n'ai jamais cherché à être progressiste. Vous savez, le progressisme, c'est toujours une mode passagère. Le progressiste d'aujourd'hui sera le démodé de demain en général. Donc ça vous pose un problème, l'entourage de Marine Le Pen, puisqu'il y a eu des outings, comme on dit? Ah non, ça ne me... Vous savez, il y a toujours eu des gens qui avaient ce mode de vie, je ne veux pas citer de nom parce que je sais pas, et qui étaient des amis, non, ça n'intéresse personne, mais depuis toujours, hein, y compris très proche de Jean-Marie Le Pen, et qui étaient ses collaborateurs quotidiens. Quel est globalement le profil des candidates et des candidats? Vous nous dites que ce sont les mêmes finalement, en tout cas pour le département de la Sarthe, que ceux des départementales? Oui, c'est-à-dire nous avons essayé de mettre en avant plutôt dans les éligibles des gens qui ont une forte expérience professionnelle, des diplômes et donc une capacité à quand même à remplir un mandat qui est exigeant intellectuellement, exigeant en temps, et exigeant en connaissances, exigeant en qualité humaine. Et donc nous avons, derrière moi, donc il y a une jeune femme, mère de famille, licenciée en droit, qui a exercé des activités professionnelles de cadre dans la banque et dans l'assurance. Et en numéro 3, nous avons un chef d'entreprise en informatique qui a une grosse entreprise de services informatiques qui travaille avec de très grosses entreprises françaises et étrangères. Sans vouloir préjuger de l'intelligence des jeunes, est-ce qu'il n'y a pas parmi quand même des candidates ou des candidats du Front National un peu verts?
en politique pour les et en régionales réflexion. Oui. Pour ces régionales. Oui. En tout cas, pas dans les Pays de la Loire, je ne pense pas. Il y a la possibilité d'avoir un garçon jeune en Maine-et-Loire, Émeric Merlot, mais qui est quand même en fin d'études, qui est au niveau de son doctorat à Sciences Po. Et je pense que si c'est à lui que vous songez, je ne sais pas, non. Non, globalement. Oui. Autrement, non, nos têtes de liste sont plutôt des gens d'expérience et ayant la cinquantaine, voire plus. Oui, quelquefois plus. D'ailleurs, on se demande même pourquoi ils sont candidates, parce que je pense à certaines femmes. Écoutez, vous pensez à qui J'ai pas retenu le nom. Dans quel département vous vous souvenez, non ? Dans le département de la Sarthe. Ah oui, on a eu au moment des cantonales, oui. Alors ça, vous savez, là, les cantonales, ça a été un challenge pour nous. Nous avions la nécessité de trouver 21 binômes, plus donc ça faisait 42 personnes. Donc vous manquiez de candidats ? Nous, oui, évidemment, mais tous les partis ont ramé. Nous sommes le seul qui a présenté des candidats partout. La dame en question, c'était Madame de Bourquenay, je crois, avait souhaité absolument être candidate. Et moi, j'étais un peu étonné. Et j'en avais même parlé à son fils qui m'avait dit, mais vous savez, ma mère a toute sa tête et elle est enthousiaste à l'idée d'être candidate. Elle veut le faire comme un acte militant. Un peu une dernière candidature pour bien démontrer qu'à tout âge, on pouvait aimer la France et avoir le sens de l'engagement. Un dernier salut au drapeau ? Un peu, oui, en quelque sorte, mais venant d'une femme qui est très souriante et très une vraie une femme française, une grand-mère, mais les grand-mères, après tout, ont droit à la parole. Alors, Pascal Gana, votre blog de campagne vient d'être publié avec en page ouverture votre photo. D'ailleurs, vous posez devant la muraille gallo-romaine du Vieux-Mans, la cité Plantagenet, dirait le sénateur-maire Jean-Claude Boulard. Et puis avec un slogan « Défendons l'identité des Pays de la Loire ». Comment définissez-vous cette identité précisément ? Je pense que l'identité des Pays de la Loire, c'est avant tout une identité française, comme chaque région de France. Mais disons que dans la Loire, il y a ce côté ligérien particulier. On parle toujours de la douceur angevine. Il y a un caractère spécifique qui est lié à l'histoire, les Plantagenets, l'Anjou, les limites de la Bretagne. Vous êtes assez Vendée. près de la royauté. D'ailleurs, j'ai vu sur certains de vos documents de rappeler que la France, c'était Louis XIV. Oui, alors j'avais rendu hommage lors de l'anniversaire de la mort de Louis XIV à ce roi qui a été quand même un homme qui est mondialement connu. C'est un des personnages de l'histoire de France les plus mondialement connus. Et j'ai pensé que il fallait l'honorer, comme on pourrait honorer Napoléon ou Louis IX ou Pasteur. Ça veut dire qu'on peut être du Front National et royaliste ? Non, pas royaliste, mais ça n'est pas être royaliste que de rendre hommage à un chef d'État. Il était roi à l'époque, mais je pourrais rendre hommage à Georges Pompidou, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, par exemple. Donc qui était lui président de la République. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pour parler de vos priorités dans votre programme, nous allons évoquer des compétences de la région que prévoit la loi de la nouvelle organisation territoriale, qui est toujours pas votée. Je crois qu'on n'a pas toujours très bien défini les contours des compétences de la région. Si, la loi NOTRe est votée, elle a fait la navette. Définitivement. C'est dur à trouver, hein. Alors, c'est dur à trouver, elle offre des évolutions possibles, des dévolutions possibles. Par exemple, Monsieur Clergeau a réclamé... Alors, Monsieur Clergeau, qui est le candidat du Parti Socialiste, oui. Tête de liste régionale, a réclamé, par exemple, la compétence de l'emploi, ce qui, moi, m'a beaucoup étonné parce que l'AFPA des Pays de la Loire est en déficit de plusieurs millions et ne remplit pas ses objectifs, puisque 30 de ses salariés sont en chômage partiel. Et je me suis dit qu'il valait peut-être mieux ne pas faire un doublon avec Pôle emploi à travers des structures régionales. Nous sommes contre ces fausses dévolutions régionales qui finalement ne décentralisent pas et augmentent les dépenses. On en parlera tout à l'heure, puisqu'on parlera évidemment de la compétence économique de la région. Comment vous envisagez globalement la politique de gestion de la région des Pays de la Loire ? Alors moi, j'ai une idée qui est très originale, y compris parmi les têtes de liste du Front National. Je pense qu'il est grand temps de faire un geste fort. Les finances publiques sont en déficit à tous les niveaux de l'État, des finances publiques, l'État national évidemment, les régions, les départements, les communes et les communautés d'agglomération, par exemple, ou les agglomérations, on le voit bien au Mans avec Monsieur Boulard, et ces transferts de dettes sur l'agglomération pour masquer la faillite de la ville du Mans. Et je pense, moi, ça reste pas l'une des villes les plus endettées du... on peut toujours trouver pire, on peut toujours trouver pire. Bon. Mais c'est quand même très inquiétant, hein. Bon,
bon, voilà. Et c'est d'ailleurs évoqué régulièrement par la grande presse, c'est pas seulement le Front National qui dit, les grands hebdomadaires français évoquent régulièrement le cas du Mans parmi d'autres villes, vous avez raison. Mais disons que en ce qui me concerne, moi j'ai proposé avec mes colistiers que nous baissions le budget de la région de 1% par an sur 6 ans, c'est-à-dire 6%, un peu à l'image de ce qu'ont déjà commencé à réaliser les maires Front National dans leurs communes, qui ont baissé autant qu'il était possible la dette et la fiscalité. Ça correspond à quelle masse budgétaire ? Bah écoutez, sur 1500 millions d'euros, ça correspond chaque année à 1% de 1500 millions, donc le calcul est vite fait. Hein. Alors c'est étonnant parce que tout le monde en ce moment en responsabilité d'une collectivité territoriale se plaint de la baisse des dotations de l'État et vous voulez encore diminuer les recettes qui parviendraient à la région ? Je ne veux pas diminuer. Oui, d'une certaine façon, je renoncerai à certaines recettes, mais si vous voulez, lorsque l'on diminuer les taxes et les impôts, oui, c'est se supprimer les recettes. Hein. Tout à fait. Et je pense que ce que l'on perdra d'un côté, on le rendra aux citoyens en pouvoir d'achat et aux entreprises. Et donc la richesse, ça n'est pas que la richesse des finances publiques, c'est la richesse de tous les acteurs de la société. Et si on ne fait pas cet effort, comment peut-on croire aux Français qui, eux, chaque année, pour beaucoup d'entre eux, depuis quand même le début de cette crise économique, depuis 2008, sont obligés de restreindre leur budget personnel. Pourquoi les finances publiques n'en feraient pas autant ? En même temps, quand on décide de diminuer des dépenses ou de faire moins rentrer de recettes, on est obligé de sacrifier d'autres engagements ? Je pense qu'on peut faire souvent mieux en économisant. C'est ce que font beaucoup d'acteurs de la vie économique, les entreprises, même des grandes associations, et qui parviennent au même résultat. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La question de l'emploi, donc de l'économie régionale, est une préoccupation cruciale chez les Ligériens. Les derniers chiffres du chômage en région ne sont d'ailleurs pas bons, puisqu'ils ont augmenté fin août de 1,8%, soit 3167 personnes supplémentaires inscrites sur les listes des demandeurs d'emploi. Ainsi, dans la catégorie des chômeurs sans aucune activité, il y avait dans la région 179 405 personnes inscrites à la fin du mois d'août. Et si l'on intègre les personnes qui ont une activité réduite, il y a plus de 310 000 chômeurs dans notre région des Pays de la Loire. Comment vous, si vous êtes élu demain, Pascal Gana, excusez-moi, comment vous envisagez de dynamiser l'économie pour résorber le chômage et créer de l'emploi ? Je pense tout d'abord qu'il ne faut pas créer de l'illusion. La région ne pourra pas tout faire. Il y a un cadre national qui est à réformer et nous espérons, nous, pouvoir faire entendre notre voix fortement et avoir le soutien des Français en 2017. Mais en donc attendant, l'objectif, c'est de gagner la région pour 2017 ? L'objectif, c'est de gagner la région pour témoigner de la possibilité d'une autre politique. Et éventuellement convaincre les Français d'aller plus loin au niveau national. Mais pour l'instant, nous sommes en élection régionale. Moi, je ne pense pas que la région puisse faire des miracles. Créer des emplois, certainement pas directement. Par contre, nous voulons favoriser les TPE, PME, artisans, commerçants, car ce sont là, c'est le premier employeur de France. C'est vrai. Et ce sont souvent des entreprises qui ne sont pas délocalisables, qui ne subissent pas les effets de la mondialisation, à part dans les services parfois, et qui, en plus, irriguent nos territoires au plus près et qui permettent de fixer l'emploi dans les villages, dans les petites villes. Il ne faut pas oublier que la Sarthe, mais tous les départements de la région sont fortement ruraux. Pascal Gana, l'équipe sortante de la majorité a pourtant agi par rapport à ces questions que vous soulevez et finalement ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'à un moment dans le politique, il y a cette intention évidemment de vouloir sauver le monde entre guillemets et de fait de reconnaître son impuissance ? Eh ben moi je pense qu'il faut être modeste. Nous avons des mesures simples. Par exemple, nous pensons qu'il faut doubler la taxe d'apprentissage, parce que l'apprentissage, c'est la richesse de l'économie allemande, favoriser l'alternance, et puis surtout mettre en place des outils qui s'adressent d'abord aux entreprises en les écoutant et non pas en proposant des politiques par le haut. Vous savez qu'il y a 100 dispositifs d'aide aux entreprises dans la région, et hérités d'ailleurs peut-être même d'avant la gauche, et certains n'ont eu qu'une entreprise qui les a utilisés dans la mandature. C'est tellement complexe de monter ces dossiers que la plupart des entreprises y renoncent, sauf des grosses PME qui, à la limite, n'en auraient pas besoin. Dernièrement, on a voté, je crois, environ 15 millions d'euros de subventions à des entreprises pour des projets. Quand on regarde de près,
Moi, j'ai siégé dans la commission économique au Conseil régional du Nord Pas-de-Calais. Ces entreprises auraient réalisé leurs investissements sans l'aide de la région. Il vaudrait mieux reporter ça vers les petites entreprises et arriver à un guichet unique, supprimer la plupart des aides, les regrouper en 3 ou 4 aides, dont particulièrement, je pense, les garanties d'emprunt ou les garanties de trésorerie, qui sont le gros problème des TPE, PME. Et puis, surtout, avoir une gestion prévisionnelle des connaissances. Essayer de voir par branche quel est l'avenir et l'évolution d'une profession, quelles sont les connaissances qu'il faudra intégrer et faire des plans de formation à long terme en liaison avec le monde de l'entreprise et ensuite essayer de gérer avec les acteurs économiques, chambres de commerce, syndicats, associations même parfois évidemment qui sont de gros employeurs, essayer d'analyser leurs besoins et de faire des plans de formation à moyen et long terme. Alors, vous voulez effectivement adapter la formation professionnelle et l'apprentissage aux besoins des entreprises de la région. Donc, ça veut dire que pour les demandeurs d'emploi qui veulent chercher un boulot, si vous voulez vous former, trouver un boulot, faut faire la formation des métiers où on manque. Est-ce qu'on peut obliger les gens à faire une formation dont ils n'ont pas envie ? Alors, dont ils n'ont pas envie, non, parce que ça serait vraiment très dur. Mais par exemple, je pense que des gens qui sont au RSA depuis très longtemps, il faut leur dire à un moment ou à un autre, c'est ce qui se passe au Danemark. Vous savez qu'au Danemark, si vous êtes enseignant, par exemple, que vous perdez votre emploi, vous n'avez pas le droit de refuser plus de 2 fois un emploi, même si c'est un emploi très en dessous de vos qualifications, sans une sanction pécuniaire sur votre chômage. Donc si vous ne faites pas l'effort, on ferme les robinets ? Moi, je pense, oui. Alors, ça ne dépend pas de la région, d'ailleurs. Il faut le savoir, ça dépend du département. Mais je pense qu'une région dynamique, une région qui aurait une autre vision, en liaison avec les départements, qui d'ailleurs souffrent énormément du poids de l'aide sociale. On pourrait essayer de mettre, en mettant toutes les régions autour de la table, tous les départements autour de la table avec la région, arriver à créer une autre vision, une autre manière d'envisager cette question douloureuse, parce que derrière, ce sont des familles, ce sont des femmes seules, il y a beaucoup de femmes seules aujourd'hui. Les familles monoparentales. Et ce sont des drames humains, psychologiques, sociaux, sanitaires aussi, puisque les gens ne se soignent plus. Il y a une baisse aujourd'hui de l'état sanitaire de la population. Et je pense que dire à quelqu'un, vous êtes au RSA depuis longtemps, vous vous enfoncez dans la marginalité, on va essayer de vous aider à en sortir graduellement. C'est un investissement lourd, mais je pense que c'est plus intelligent que certains investissements un peu inutiles et trompe-l'œil. Je pense à ces 15 millions pour ces entreprises. Moi, j'ai rien contre les entreprises, évidemment, ligériennes, mais je pense que d'ailleurs, si on en parlait avec leurs dirigeants, ils en conviendraient, ces 15 millions auraient pu être employés autrement. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pour parler d'éducation, notamment dans les lycées, puisque c'est un domaine de compétence de la région, vous voulez aider davantage le financement des lycées privés, qu'on appelle aussi l'enseignement catholique. Oui, alors on l'appelle l'enseignement catholique. Disons que moi, je préfère le mot sous contrat. Enfin, il est catholique en général dans la région, 40% des effectifs des élèves. Je pense qu'il y a une discrimination sur les équipements, sur les bâtiments, sur les équipements informatiques, sur les CDI, etc. Il y a parfois même des fausses mises en concurrence dans les Mauges. On a construit un collège et un lycée face à des collèges et lycées de l'enseignement dit privé ou sous contrat. Ces 2 établissements n'étaient pas absolument nécessaires, je pense, et il y avait un côté idéologique et un peu laïciste de la part de la gauche dans une région, les Mauges, qui évidemment est liée à l'histoire. Voilà. Est-ce que il faut pas soutenir davantage l'école publique ? Il faut soutenir. Vous savez que l'enseignement dit privé fait partie du service public, puisqu'il applique exactement les mêmes programmes, que les enseignants sont formés dans le même cadre et que le fonctionnement n'est pas différent. Je pense que ce qu'il faut surtout, c'est favoriser, il faudrait peut-être, mais ça dépasse le cadre de la région, mais il faut surtout favoriser la sécurité dans les établissements. La région peut y aider. Refuser peut-être avoir une politique de prévention et de répression du trafic de drogue, avec tout ce que ça entraîne comme violence, on l'a vu à Châteaubriand, où des sortes de gangs agressent même les enseignants qui essayent de s'interposer entre certains élèves et d'autres qui ça, c'est un peu des cas isolés quand même, on va pas non plus dire... Ce sont des cas isolés, non, ce sont des cas isolés lorsque ça se traduit par une violence extrême, mais ce sont des cas... Dont parlent les médias. Non, les médias sont pas responsables, ils reflètent la réalité. Qui arrange en tout cas, parce que tout le monde se plaint des médias apparemment, sauf quand ça arrange. Ça arrange pas, je pense que c'est normal que les médias rendent compte du réel, ça serait étonnant qu'ils ne le fassent pas. Simplement, lorsque ça atteint
atteint des situations paroxystiques, on est obligé d'en parler. Mais vous savez, moi, je viens du monde de l'enseignement. Je l'ai fait pendant 5 ans, oui. Et mon épouse a été dans le public et dans le privé. On a les mêmes problèmes. Et il y a une espèce de violence sourde qui s'exerce sur les élèves et très souvent dont on ne parle pas, mais qui est une forme de pression, j'allais dire une forme de terreur silencieuse de groupes d'élèves qui en imposent aux autres et qui sont fondés sur des trafics. C'est la raison pour laquelle vous voulez faire surveiller les lycées par une police ? Je pense que ça serait bien, dans certains établissements, de permettre l'intervention de la police, des forces de l'ordre, peut-être La police nationale ou une police spécifique ? Peut-être spécifique, en tout cas des gens formés. Il faudrait des sous après, oui, si vous voulez faire des économies. Oui, mais je pense qu'on peut... Vous savez, les fonctionnaires qui tournent en rond autour des lycées sans pouvoir rien faire, il vaudrait peut-être mieux les former pour ce type d'action, plutôt que d'utiliser des forces de police génériques en uniforme qui finalement ne sont pas très efficaces peut-être. Alors le candidat socialiste Christophe Clergeau propose la gratuité des transports des élèves. Et là, vous avez réagi pour dire que c'est peut-être un petit peu beaucoup. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas dans la position de M. Retailleau qui rejette entièrement cette proposition. Je comprends l'idée de départ de M. Clergeau, c'est la justice. Mais ensuite... c'est une belle idée, la justice. C'est une très belle idée, mais ensuite, on peut diverger sur les moyens. Je ne pense pas que la gratuité soit la bonne solution. Ce qui est gratuit est d'évaluer. Je pense qu'il faudrait plutôt une progressivité, une gradualité du coût pour les familles selon la distance, le nombre d'enfants, etc. Selon des critères sociaux, par exemple, qui seraient établis en liaison avec les caisses d'allocation familiale. Est-ce que vous reviendriez, par exemple, Pascal Gana, sur la gratuité des manuels scolaires, puisque c'est une politique régionale qui a été mise en place par l'actuelle majorité régionale ? Non, je ne pense pas, parce que les manuels scolaires sont très coûteux. Par contre, on peut peut-être envisager de passer de plus en plus aux manuels numériques, qui d'ailleurs économiserait du papier, soulagerait le dos des élèves et causerait beaucoup moins de soucis aux gestionnaires des stocks de livres chaque année dans tous les établissements scolaires. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. On aurait pu parler bien évidemment de culture parce que le Front National a regretté d'avoir été exclu d'un débat fin septembre à Amiens, mais on aura certainement l'occasion d'y revenir dans un débat qui aura lieu d'ailleurs ici avec l'ensemble des radios associatives de la Frama et puis le temps bien sûr presse. Si vous êtes élu, parce qu'on a parlé de ça en début de notre entretien, vous voulez supprimer donc toutes les subventions aux associations communautaristes et d'accueil des migrants. Justement, le Conseil régional vient de voter une subvention de 100 000 €, non pas 150 000 comme vous l'écrivez sur votre site, pour accueillir les migrants qui fuient la guerre dans leur pays et qui obtiendront donc le statut de réfugié sur le territoire régional, parce qu'il faut dire ce qui est. C'est pas parce qu'on arrive qu'on obtient le statut de réfugié, il y a tout un système pour obtenir ce statut. Est-ce que ça signifie qu'il ne faut pas soutenir ces réfugiés à la scolarisation des jeunes et à leur apprentissage du français pour leur donner toutes les chances de bien s'intégrer chez nous en France ? Moi, je préférerais qu'ils s'intègrent très bien chez eux. Ils ont été chassés par la guerre. Ils ne sont pas obligés de venir en Europe. On pourrait très bien faire des zones de sécurité en Turquie ou dans les pays arabes voisins qui sont très riches pour certains, beaucoup plus riches que nous, et dont les citoyens souvent vivent en faisant rien du revenu pétrolier par des allocations d'oisiveté permanente. Et je pense que il serait beaucoup plus intelligent de demander à ces pays d'aider leurs frères les plus proches. Plutôt en même temps, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Eh bien, la politique étrangère, ça consiste à mettre les puissances étrangères en face de leurs responsabilités et de ne pas demander au peuple d'Europe de payer les erreurs des politiques de la communauté européenne. Donc, Pascal Gana, vous désavouez le pape François qui demande à l'Union européenne d'accueillir ces migrants plutôt que de les laisser mourir en mer. Non, c'est ce qu'il nous a demandé. Le pape François a demandé qu'on empêche des gens de se noyer. Il n'a pas demandé qu'on ouvre nos frontières sans contrôle. On laisse sur la mer. Eh bien, on fait ce qu'on fait le gouvernement australien. On repousse les bateaux, on les détruit. Et évidemment, en ayant ramené les réfugiés sur les rives d'où ils viennent, pour éviter que des passeurs... C'est une industrie, vous savez, que des organismes internationaux ont déterminé, c'est un chiffre d'affaires aujourd'hui de plusieurs milliards d'euros chaque année, que le trafic des réfugiés. Bon, là, on parle des vies humaines quand même. Eh bien oui, justement, ce sont ces gens-là qui mettent ces gens-là en danger, car si ces personnes étaient aidées sur place, eh bien, tout l'argent qu'on va dépenser en Europe pour les aider serait beaucoup plus efficace. En plus, la même somme aurait un effet démultiplicateur du fait des coûts beaucoup plus bas de la nourriture, du logement, etc. dans les pays en question. Moi, j'ai un fils qui est parti en Irak avec Chrétiens d'Orient à Erbil pour aider justement des réfugiés chrétiens, et il me disait qu'il était quand même plus intelligent de les laisser à proximité
de leur pays que de les expatrier complètement et de les déraciner. C'est pas cette façon de penser incompatible avec la façon dont vous pratiquez votre religion? Non, parce que moi, je pense que... Tu donneras plus petit que toi, tu accueilleras... Enfin, oui, voilà. Vous savez, c'est la question qu'on avait posée à Jeanne d'Arc. Est-ce que Dieu aime les Anglais? Elle avait répondu oui chez eux. Oui. Et je pense que chaque pour d'autres raisons aussi, parce qu'ils envahissaient la France. Oui, eh bien, on peut considérer que moi, je considère qu'il y a une part d'envahissement aujourd'hui. L'islam n'est pas quelque chose de neutre dans la société française. Merci Pascal Gana d'avoir répondu à mes questions. Plus de 48% des électeurs n'avaient pas fait le déplacement régional de 2010. Il est vrai que pour eux, la région à Nantes, c'est très très loin, alors qu'il faut rappeler qu'elle a un rôle primordial dans chacun des départements, donc dans celui de la Sarthe. Pourquoi faut-il, d'après vous, qu'ils aillent faire le déplacement pour 2015 ? Pour montrer qu'ils sont libres et citoyens. Pour lutter aussi contre la censure. Nous sommes l'objet, je vous le dis très franchement, je vous remercie de m'accueillir, d'une censure systématique du groupe de presse Hutin. Ouest France n'a pas passé un seul de nos communiqués sur toute la région depuis 3 mois. Et j'ai fait d'ailleurs un éditorial sur mon site concernant Monsieur Urvois, auquel je reconnais le droit de s'exprimer en demandant l'alliance de la droite et de la gauche contre le Front National. Mais je trouve qu'il est inadmissible qu'on nous refuse nos communiqués parce que c'est un déni de démocratie. Et rien que pour cela, je demande aux Français qui sont attachés à la liberté d'expression, à la démocratie, d'aller voter. C'est leur bien le plus proche. Je veux dire, quand on supprime à un peuple sa capacité à s'exprimer, sa souveraineté nationale, je pense qu'on le prive complètement de son existence à moyen et long terme. Pascal Gana, on rappelle que vous êtes la tête de liste régionale et départementale pour ces élections régionales en Pays de la Loire les 6 et 13 décembre. Lundi prochain, je recevrai Cécile Belle de GC, qui est la tête de liste départementale pour Debout la France. Précisons que la FRAMA, la Fédération régionale des radios associatives Maine-Anjou, organisera un grand débat du premier tour entre les têtes de liste départementales. Ce sera, soyez bien au rendez-vous, le jeudi 3 décembre de midi à 13h30 et nous serons en direct du studio de Radio Alpa. Eh bien, j'y serai très volontiers et je vous remercie de cette liberté. On se quitte avec votre choix musical avec un titre qui va certainement faire réagir nos auditrices et nos auditeurs. C'est le titre « On ne peut plus rien dire » de Didier Bourdon, un ex des Inconnus. Pourquoi ce choix ? Parce que je pense qu'en France aujourd'hui, quand on parle d'islam, c'est qu'on est islamophobe. Quand on parle d'immigration, c'est qu'on est xénophobe. Quand on parle du mariage pour tous, c'est qu'on est homophobe. Et c'est un peu le sens de cette chanson. C'est une sorte de clin d'œil, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est une manière de dire « laissez-nous nous exprimer librement ». C'est un peu le projet du Front National. Donc Nadine Morano avait raison de dire que la France est un pays judéo-chrétien de race blanche ? Elle citait une parole du général de Gaulle qui est peut-être datée dans son expression. Le mot race aujourd'hui a une connotation évidemment plus délicate. Le général de Gaulle, vous savez, il était né avant la guerre de 14, donc il employait des mots qui étaient ceux de son époque. De là à dire de race blanche, je suis pas sûr que le général de Gaulle C'est Perfit qui le dit dans son livre de mémoire. Il assure que c'était quand même un homme très proche du général de Gaulle. Il affirme que le général de Gaulle a prononcé cette phrase. Moi, je ne l'aurais pas reprise intégralement. Ce qu'il y a de certain, c'est que quand je débarque à Tokyo, je m'aperçois que je suis dans un pays de race jaune. Quand je débarque à Bamako, où j'ai souvent été, c'est un pays où on voit des gens plutôt noirs. Et je pense qu'en France, on voit une diversité de couleurs et que la vraie couleur des Français, c'est leur attachement à la France. Merci à Thibaut Rocabois pour la réalisation technique de cette émission. Mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Si je veux parler d'Allah, on va me dire là vaut mieux pas. Si je prononce le mot qui part, t'es gentil, tu la gardes pour toi. Si je vous dis Jésus, désolé ça n'intéresse plus. Et pareil pour Bouddha, ah oui le fromage des Pays-Bas, on peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Si t'as une surcharge pondérale, on t'oblige à crever la dalle. Si je dis que j'ai envie de refumer, sûr j'aurai le cancer dans l'année. Si je me décide à faire du sport, on me dit fais gaffe, pas trop d'efforts, on peut plus rien faire. Si je dis que j'ai un ami homo, attention dis pas que c'est un pédé. Si je dis que j'ai des côtés macho, ouais t'es plutôt qu'un obsédé. Si je dis que j'aime bien les animaux, ils vont penser que je suis zoophile. Ou j'avoue j'adore les marmots, ils vont me dire que je suis pédophile, on peut plus rien dire.